Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'étiquette de vin. Je me présente, je suis Marion Ivaldi, journaliste spécialisée dans le vin et je suis ravie de passer une heure en votre compagnie. Aujourd'hui, nous parlons donc étiquette et je suis toujours étonnée de voir que quand on rentre dans l'univers de l'étiquette, on découvre une diversité au moins aussi passionnante que celle du vin. Il y a parfois ce petit éclair de génie d'une étiquette qui nous fait sourire ou qui nous intrigue. En clair, une étiquette de vin ne nous laisse jamais indifférents. L'étiquette est un univers abondant, foisonnant, prolifique qui, au-delà de cet aspect esthétique, a un rôle central. Déclencher l'acte d'achat, faciliter la mémorisation du vin et, en quelque sorte, faire parler le vin dans la langue des consommateurs. Et je ne sais pas vous, mais quand on y réfléchit, on prend conscience de combien il est important de penser à son étiquette, peut-être autant qu'à ses vignes et à sa vinification. Souvent, on entend « elle est jolie cette étiquette », mais cette subjectivité du jugement relève-t-elle surtout de ce qui a attiré l'œil ou qui a déclenché une envie de connaître le flacon? Oui, mais comment? À quoi cela tient qu'une étiquette fait vendre? Qu'elle est repérée dans un linéaire ou un présentoir de caviste? Que peut-il bien se passer dans notre cerveau pour qu'une étiquette nous attire plus qu'une autre? Cela en fait des questions, je vous l'accorde, et c'est pour cela qu'Avery Dennison, entreprise spécialisée dans le design et la manufacture de matériaux fonctionnels, dont les supports autocollants pour la production des étiquettes vins et spiritueux, a eu la générosité de concevoir ce webinaire. Un temps offert pour disséquer, analyser, explorer cette étiquette, petit bout de papier qui parle du vigneron et du vin. Et c'est avec plaisir que j'accueille Monica Gross d'Avery Dennison, qui est là parmi nous pour nous parler de sa société et surtout nous dire pourquoi sa société a tenu à organiser ce webinaire. Bonjour Monica. Monica, vous voilà. Bienvenue. Bonjour Marion. Je vous remercie beaucoup pour cette belle introduction et ouverture de notre webinaire. Et puis, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir rencontrer tout le monde dans notre rendez-vous en ligne, qu'habituellement nous le faisons en présentiel dans nos ateliers. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Monica Gross et suis rattachée au département de marketing. Une de mes missions chez Avery Dennison, ensemble, mes collègues commerciaux et spécialistes techniques dans les vins et les spiritueux, c'est vraiment de pouvoir orienter les agences de design ainsi que les propriétaires de marques, les négociants, afin de pouvoir trouver une solution où il y a les côtés esthétiques des matières, ensemble la performance technique que nous attendons, tout en mettant en relation avec le produit final. Donc, c'est-à-dire votre vin, ça sera pour quel marché et ça sera ciblé vers un quel consommateur. Alors, vous étiez nombreux, très nombreux, et je vous remercie vraiment, ça fait du plaisir à nous suivre dans chacun de nos articles que nous avons écrits chez Vitisphère, ensemble Vitisphère, depuis mai jusqu'à juillet, où l'étiquette, c'est la thématique centrale, c'est vraiment l'outil lequel nous ne devons pas négliger aujourd'hui plus que jamais. C'est vrai que depuis, si vous voulez, ça fait depuis le XVIIIe siècle, depuis la parution, la création des bouteilles pré-industrielles, c'est là qu'il y a eu la nécessité de la création d'une étiquette en papier afin de pouvoir identifier les vins. Bon, vous imaginez qu'il y a eu toute une évolution depuis cela. Au début, c'était purement qu'informatique, c'était purement d'identification. Après, il y avait la création des appellations. 1935, c'est une date très importante. Ça rendra beaucoup plus complexe les informations qui sont dans les étiquettes. Mais finalement, c'est grâce à la croissance de trading au niveau global, mais surtout de l'apparition de grandes surfaces où l'étiquette va prendre un rôle vraiment prédominant. Et cette étiquette, elle doit attirer les consommateurs, il doit les captiver, il doit les séduire, il doit les rassurer. Et enfin, depuis que le consommateur il a dégusté les vins, il doit avoir une cohérence qui va lui dire
super, je vais racheter cette bouteille à nouveau. Donc, quelque part, on va créer aussi une fidélisation des consommateurs envers vos produits. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons ensemble, nous, des spécialistes, experts que vous allez découvrir un par un et que je remercie beaucoup qu'ils sont là parmi nous. Ils vont partager leur expérience, ils vont partager leur vision, ils vont partager aussi leurs conseils. Hélas, est-ce qu'il existe un Graal? Est-ce qu'il existe une mathématique, une formule magique pour dire, voilà, si vous faites 1 plus 2, ça c'est l'étiquette qui va vraiment vendre mieux? Non, mais nous sommes aujourd'hui là, justement, pour nous enrichir, soit pour connaître des nouvelles visions, mais aussi pour raffirmer les connaissances que nous avons. Simple dire, je vous dis et vous invite, s'il vous plaît, à être nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup et bon séminaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Monica. Et sans plus attendre, je vous propose de vous présenter nos intervenants. Nous allons accueillir Alexandra Parfu, responsable marketing et développement chez Famille Ravoir. Alexandra, vous êtes venue nous parler de l'impact de l'étiquette dans les démarches environnementales des entreprises. Un sujet ô combien d'actualité et surtout un sujet qui est un passage quasi obligé pour toutes les entreprises en recherche de cohérence avec leurs pratiques. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter le témoignage de Sophie Schott, directrice de création chez 2S Global Design, ainsi que Alain Chiclin, directeur marketing et commercial de Dragon Rouge. Vous allez tous les deux nous parler différenciation et captation d'attention à travers l'étiquette. Enfin, le chercheur à l'Institut Pasteur, Gabriel Lépousé, est parmi nous neurobiologiste, spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau. Vous aimez aussi le vin et vous mettez vos connaissances en neurosciences à notre service pour nous aider à comprendre comment notre cerveau perçoit et analyse l'étiquette d'un vin. Un grand merci à vous quatre. Avant de commencer, un petit point sur notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole, puis ce sera à votre tour de poser vos questions. Pour cela, vous pouvez le faire par écrit grâce à l'outil dédié sur la console qui se situe à droite de votre écran. Ouvrez la console en cliquant sur la flèche. Tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse. Et envoyez. Je me chargerai de poser les questions et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur un même sujet. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et pour nous entraîner, je vous invite à utiliser l'outil question tout de suite pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, où se situe votre entreprise et ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Donc, ouvrez la console à droite de l'écran via l'outil question et dites-nous un petit bonjour. Alors, qui est là? Qui se présente? Ah, ben voilà. Alors, bonjour Christelle Dubois, bienvenue. Bonjour à Vanessa Jager qui nous indique travailler pour une agence des coteaux. Bonjour Magali Stoll. Il y a beaucoup de femmes ce matin. Ina Borneri, pardon, ça défile un peu vite pour moi. Quentin de chez Summum Wines. Bonjour à tous et bonjour Quentin, merci d'être là. Il y a aussi Frédéric de l'agence Timéo en Bourgogne, Frédéric Bras, bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir tous là. Il y a Aline Grimont-Michel qui fournit des étiquettes, bienvenue. Tiffaine Das, vous êtes animatrice d'un club de vignerons en Champagne, très intéressant, bienvenue à vous. Nous avons aussi Xavier Moz qui est attaché commercial chez Alliance Étiquette, sans faire de publicité. Axel Verniol, conseillère Chambre d'agriculture du Rhône. Bien, merci d'avoir participé à ce petit jeu et sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le souci de l'environnement fait partie de nos vies
d'aujourd'hui. Et l'univers du packaging, vous le savez, est souvent très scruté dans les réponses qu'il donne à cet enjeu sociétal. L'étiquette est évidemment concernée. Alexandra Parfu, vous dites dans un article publié sur Vitisphère, choisir un papier 100% recyclé et certifié FSC était une évidence pour une étiquette de vin bio. Comment expliquez-vous votre choix et votre certitude? Bonjour à tous. Bonjour Alexandra, bienvenue. Merci Marion, merci Monica, merci à toutes les équipes de Vitisphère et d'Avery Dennison pour l'organisation de ce webinaire. Écoutez, moi je vais vous parler d'un projet qu'on a mené au sein de Famille Ravoir dans le cadre d'une démarche d'éco-conception. Donc je vais vous décrire un peu comment on a travaillé notre projet et le rôle qu'a joué l'étiquette dans notre démarche. Donc, rapidement, je me présente. Donc, je m'appelle Alexandra Parfus. Je suis la responsable marketing et développement de Famille Ravoir. Famille Ravoir, on est une entreprise familiale. On est basé sur 2 grands vignobles, donc le vignoble de la vallée du Rhône et le vignoble de la Provence. Donc, en termes de packaging, c'est vrai qu'on ne réfléchit pas de la même manière stratégiquement nos habillages pour la vallée du Rhône et la Provence, qui n'appellent pas au même code et au même type de vin, au même profil. Mais c'est pas pour autant que l'éco-conception ne touche pas de la même manière ces 2 vignobles. Donc voilà, donc il y a quelques années, on a mis en place une démarche RSE où on a essayé de réfléchir globalement à l'impact de notre activité, de notre société d'un point de vue environnemental. Et on s'est demandé comment on pouvait améliorer nos packaging pour les rendre un peu plus respectueux. Donc c'est pour ça qu'on a lancé donc du coup une gamme éco-conçue qu'on a voulu pilote. Pourquoi pilote? Parce qu'on a essayé d'aller le plus loin possible avec nos différents fournisseurs de ce qui était possible de mettre en place aujourd'hui en termes d'éco-conception, tout en répondant à un certain nombre de contraintes et de critères. Entre autres, il faut que le produit, même s'il est éco-conçu, réponde à toutes les exigences aussi bien marketing et commercial pour pouvoir avoir un projet qui soit soutenable et pérenne sur le long terme. Évidemment, il faut que ça se retranscrive par des ventes par la suite pour pouvoir développer ça à l'avenir. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais vous présenter globalement comment on a travaillé ce projet de notre gamme éco-conçue. Après, je vous ferai un zoom un peu plus précis sur l'étiquette et le rôle qu'a joué l'étiquette dans ce développement. Donc, dans le cadre du lancement de cette gamme qu'on a mis en place en mars dernier, on a débuté avec 2 rosés de Provence, Cuvée délice en AOP Côte de Provence et Esprit de Fanette en IGP Méditerranée. Donc, on a réfléchi avec nos différents fournisseurs de ce qui était possible de mettre en place. Évidemment, ce n'est pas le Graal, comme dirait Monica. Les techniques évoluent beaucoup. Je suis sûre qu'on pourrait reavoir cette réflexion d'ici 1 an et il y aurait déjà un certain nombre de points qui auraient évolué. Mais voilà ce qu'on a mis en place, nous, et qui répondait aussi bien aux exigences marketing, aux exigences commerciales et à ce qu'on attendait de nous d'un point de vue de performance commerciale pour des produits de vin rosé. Donc, tout d'abord, le rôle de la certification FSC était vraiment clé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, certification FSC, c'est un certificat qu'on va payer et qui va certifier que l'ensemble du bois, des papiers, etc., dont fournissent nos matières premières, nos matières sèches, entre autres, proviennent de forêts qui sont gérées de manière durable. Donc, pour nous, c'était important parce que c'est vrai que ça va dans un esprit de soutenabilité de notre système et de notre schéma. Donc, pour ça, on a différents éléments qui sont certifiés FSC. Donc, on a évidemment l'étiquette, ça, je reviendrai dessus. On a également notre bouchon et notre carton d'expédition. Par ailleurs, on a mené en place une réflexion autour de notre capsule. Donc, on a utilisé là ici l'Absolute Green Line de Rivercap, qui a l'avantage d'utiliser du PE biosourcé. Par ailleurs, on a limité, donc on a réduit également sa taille pour limiter l'utilisation de matière. Donc, ça évite aujourd'hui de trop jeter de matières premières. Donc, on s'est posé la question d'enlever complètement la capsule, mais c'est vrai que c'était compliqué en termes de normes d'hygiène et également pour pouvoir apposer convenablement la CRD sans qu'elle s'en aille au moment de la distribution. Voilà, donc on a fait le parti pris de garder cette capsule, mais de l'avoir un peu plus éco-responsable.
Donc, par ailleurs, au niveau de la bouteille, donc, on a pris une bouteille qui était allégée. Donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'appels d'offres, aussi bien de pays étrangers comme le Canada, les pays nordiques, mais également aujourd'hui en France, qui nous demandent des bouteilles qui soient plus légères. Donc, entre autres, en général, le seuil dont on nous parle, c'est 420 grammes. Donc là, ici, on a utilisé une bouteille qui faisait 410 grammes, donc, qui est en dessous de ce seuil-là. Mais la contrainte qu'on avait, c'est que les vins de Provence, enfin, et rosé, entre autres, appellent souvent à des jolies bouteilles. Donc, beaucoup ont développé des bouteilles personnalisées, on en a aussi. Mais voilà, on a souvent des belles bouteilles élancées et élégantes qui viennent sublimer la couleur du rosé. Et pour nous, c'était important de répondre encore à ce critère-là. Donc voilà, donc on a trouvé un compromis avec Vidrala, avec une bouteille qu'ils nous ont proposée, qui a l'avantage voilà, de répondre à un certain nombre de codes, aussi bien la bague plate, qu'elle soit allégée, etc. Mais également d'être vraiment réduite en termes de poids et du coup, c'est assez bluffant le résultat qu'on obtient. Par ailleurs, donc ça, c'était une évidence pour nous, il fallait que le vin soit certifié bio, parce que ça allait évidemment dans le concept global de ce qu'on a voulu mettre en place. Et enfin, donc le point important, ça a été les étiquettes. Donc les étiquettes, on a mis en place, on a travaillé différents aspects. Donc aussi bien avec Avery Dennison qu'avec Inessence qui nous a imprimé nos supports. Donc déjà, on a pu imprimer donc à base d'encre issue de pigments naturels. Donc ces pigments naturels ont l'avantage d'être plus respectueux, aussi bien au moment de l'impression, mais même ensuite pour la nature, une fois que l'ensemble est jeté. L'inconvénient aujourd'hui, c'est que le nombre de teintes est assez réduit. Donc, c'est pour ça que si vous regardez nos deux étiquettes, Cuvée Délice et Esprit de Fanette, on est plus ou moins sur les mêmes teintes. Mais bon, l'avantage, c'est que je suis sûre que ça va se développer dans les futures années. On va nous proposer différentes teintes et on est quand même bien en phase avec notre démarche éco-conçue. Donc, par ailleurs, on a utilisé donc le papier qui s'appelle le Air Naturel Blanc. Donc ça, je vais revenir dessus après, mais pour nous, c'était important. Donc tout d'abord parce qu'il était certifié FSC, comme je l'ai dit, mais également, il répondait à un certain nombre de critères marketing qui étaient essentiels pour le lancement de cette cuvée. Enfin, on a pu optimiser les surfaces imprimées. Donc, pourquoi c'est important? Donc, parce que les étiquettes sont toujours imprimées sur des grandes lèzes et pour éviter au maximum les quantités jetées au moment de l'impression, on a pu optimiser le format. Donc, c'est comme ça qu'on a un format un peu atypique d'étiquette. On est avec beaucoup de chiffres après la virgule, mais c'était important, ça a été optimisé au maximum. Donc, en ce qui concerne l'étiquette, donc pourquoi c'était important? Comme vous le savez certainement, aujourd'hui, il y a une grande mode à la consommation des vins rosés qui se fait de plus en plus clair, avec des teintes assez pâles. On le voit vraiment dans les performances de vente. Plus un rosé est pâle, mieux il se vend. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment incontournable. Notre œnologue passe un certain temps à obtenir voilà, cet équilibre entre une couleur pâle et un vin de qualité avec une aromatique qui soit assez développée. Donc, ce qui est important, c'est qu'ensuite, cette couleur qui a été travaillée en amont en cuverie puisse voilà, être sublimée par le packaging. Donc, évidemment, c'est sublimé par la bouteille avec l'extra blanc, mais pas que. Il y a aussi le rôle que le papier joue. Donc, c'est pour ça que nous, on est parti sur un papier qui était extra blanc. Donc, comme vous pouvez le voir là sur la photo, l'avantage de ça, c'est que ça ne vient pas foncer la teinte du rosé. Après, donc là où on a été confronté aussi à entre guillemets un obstacle, c'est que la contre-étiquette, nous, on a pour habitude d'utiliser de la Polypro, donc un papier transparent pour pas venir foncer le vin. Donc là, pour répondre à notre démarche éco-conçue, on a utilisé exactement le même papier. L'avantage qu'il soit extra blanc, c'est que ça ne vient pas du tout foncer le vin et ça reste, on conserve une certaine harmonie. Ensuite, donc, ce papier avait l'avantage d'être assez épais. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est que quand le consommateur voit un produit dans le rayon, donc ça l'attire de loin, il trouve le produit intéressant. Et ensuite, il y a une seconde approche où il va pouvoir prendre la bouteille en main, toucher le papier et se dire « Ah, c'est quelque chose qui a été travaillé, etc. » Donc, pour nous, ça, c'était un critère important d'avoir un papier assez structuré, qui soit assez couvrant. Ensuite, il permettait l'impression à base de pigments naturels. Comme vous pouvez le voir, on arrive à avoir une belle intensité des différents pigments qui ont été utilisés sans que ça bave. Et donc ça, c'était très important. Voilà. Et donc, in fine, on vient communiquer tout ça auprès du consommateur via donc une petite ligne qu'on a écrite sur les côtés impression en pigments naturels et sur la capsule, on met produit éco-conçu. Après, sur la contre-étiquette, on a un QR code qui mène vers notre site internet pour expliquer toute la démarche. Mais voilà, on essaye de sensibiliser le client à ça.
Surtout qu'il faut savoir qu'on n'a utilisé aucun autre anoblissement. Donc, il n'y a pas de dorure, comme vous pouvez le voir. Il y a juste sur QV Délices où on s'est permis un galbe pour apporter un petit peu de relief à l'étiquette. Mais c'est tout. Pour nous, c'était une grande première d'utiliser aucun vernis, aucune dorure, ni rien. Et donc, du coup, donc, on a lancé ce produit en mars dernier. Donc là, ça fait maintenant quelques mois qu'il est en rayon, principalement donc en grande distribution, mais on va également le faire en vente directe sur notre site internet et on la distribue à l'export. On a des retours très positifs. Les consommateurs sont sensibles à ces problématiques. Donc nous, on l'avait déjà vu auprès de nos acheteurs qui étaient vraiment pour qu'on lance ce type de projet-là. Et après, là maintenant, c'est en train de se retrouver dans les ventes auprès des consommateurs finaux. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous parce que c'est vrai que on y croyait vraiment dur comme fer que ce projet pouvait avoir de l'intérêt. Mais après, bien sûr, il faut aussi que ça se retranscrive en termes de performance commerciale. Donc voilà, donc ce premier essai est concluant et on espère pouvoir le développer à terme à d'autres produits parce que je pense que voilà, c'est en lien avec un choix global du consommateur d'avoir quelque chose qui soit un produit qui soit plus propre et plus respectueux globalement de l'environnement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on pourra y répondre ensuite. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra. Votre intervention était super intéressante et je suis sûre qu'elle va susciter des questions. Tout de suite, je me tourne vers Sophie Schott et Alain Chiclin. En tant que designer, vous créez presque quotidiennement des étiquettes de vin et vous intégrez dans vos réflexions le circuit de distribution du vin. Alors, est-ce qu'on crée de la même manière une étiquette pour le e-commerce et la grande distribution? Comment se démarque-t-on via une étiquette? Quelles sont les différences auxquelles il faut faire attention? Quels sont les points de vigilance? Sophie Schott, vous, votre dada, si j'ose dire, c'est comment se démarquer via l'étiquette. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bienvenue. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler surtout de design. On sait que la plupart des consommateurs font leur choix final sur l'étiquette. Autrement dit, c'est grâce à elle qu'une bouteille de vin ou de spiritueux va se démarquer de ses concurrents. Pour qu'un design d'étiquette soit réussi et attire l'œil du consommateur, mon avis, c'est qu'il faut le penser de manière globale. Il y a la bouteille, il y a l'étiquette, il y a la contre-étiquette, il y a la capsule. Tous doivent former un ensemble cohérent et surtout raconter quelque chose. Le vin et le spiritueux permettent ça, raconter une histoire, créer du lien. En fait, je crois pas trop au graphisme gratuit. Faire une jolie étiquette ne suffit pas. Elle doit transmettre une émotion, raconter une histoire à l'image et aux valeurs de la marque et surtout du produit. Même si chaque cas est unique et qu'on crée que du sur-mesure, la première chose qu'on fait, nous, c'est de s'imprégner de la marque et du produit pour en sortir un concept fédérateur, une ligne directive qui va pour travailler le design. Un concept créatif qui reliera la marque aux consommateurs et leur permettra de l'identifier clairement. Un concept qui peut aussi se décliner sur tous les éléments d'habillage de la bouteille en travaillant la forme de la bouteille ou la forme de l'étiquette, le choix des matières, les techniques d'impression, la typographie, tous ces points qui vont nous permettre d'avoir plus d'impact en linéaire. Je vais vous montrer des planches visuelles qui l'expliquent. Voilà, par exemple, quand je parle de forme de bouteille, quand il y a une création verrière et non un standard, déjà par sa forme, on peut marquer une différence. On a déjà un impact puisqu'on est déjà différent en linéaire juste par la forme verrière. On a aussi la possibilité sur la forme de la bouteille, sur l'étiquette en elle-même. Elle a un rôle à jouer pour se démarquer. Si on veut travailler par exemple une forme particulière qui participe au design, qui va sublimer la bouteille, qui va exprimer aussi quelque chose, une forme qui nous permet en linéaire d'être remarqué. Elle envoie un autre message, un message complémentaire à la bouteille.
Sur le choix du papier aussi, c'est très important. Il y a tout ce qui est les effets, leur texture. On peut sentir même en linéaire comme un papier coton qui vous donne de la douceur, mais aussi un côté authentique qui peut ressembler à de la craie. On peut jouer aussi sur la superposition de papier, car c'est une nouvelle technique intéressante à exploiter parce que je trouve qu'elle n'est pas trop utilisée encore. On peut par exemple superposer des nuances de papier blanc ou des papiers de texture différentes pour exprimer plusieurs choses. Il y a aussi l'idée de découpe dans le papier pour jouer avec la couleur du produit qui vient participer complètement à l'habillage de la bouteille. Et ça nous permet en fait d'unir l'étiquette au produit au lieu d'avoir en fait une étiquette qui est posée sur une bouteille. On a aussi tout ce qui est technique d'impression qui vont mettre en relief des éléments très importants et qui permettent d'être plus visibles, comme le gaufrage ou le débossage ou le vernis gonflant, les dorures, qui sont plus lumineuses en linéaire qu'un pantone métallisé. Un gaufrage prononcé sur des formes rondes peut donner l'idée, par exemple, d'une bulle qui pétille. Il y a aussi sur la transparence du produit, par exemple sur les rosés ou les blancs, nous on fait pas mal en spiritueux. Je trouve que c'est intéressant, c'est d'imprimer des contre-étiquettes recto verso pour que le verso soit un complément du facing et donne en fait une profondeur différente en ayant un premier et un arrière-plan. On l'utilise souvent en spiritueux, mais on pourrait très bien l'appliquer sur des techniques, sur les bouteilles de vin, quoi. Et puis, la typographie qui a quand même une grande importance, qui va nous transmettre un message. Par exemple, quand on s'appelle Colette ou entre nous, on a envie de proximité, donc on va utiliser une typographie manuscrite. Où on peut utiliser aussi une typographie qui exprime la définition de son nom par des accidents typographiques comme celle-ci, ou qui ont un sens avec le nom du produit. En fait, la bouteille, elle veut autant parler, mais aussi quand on la prend en main, ce que disait très bien Alexandra, la seconde lecture, elle est aussi importante. Elle peut amener par des finitions d'impression sur l'étiquette et le choix des matières, comme des papiers, par exemple, qui ont un toucher particulier, comme je pense au soft touch. Je pense que c'est important. Il y a une chose aussi qui me semble très importante, c'est qu'on doit toujours être en alerte des nouvelles techniques d'impression et se tenir au courant des nouveaux papiers. C'est ça qui va nous permettre aussi de se différencier en linéaire, de bien connaître et surtout, je pense qu'il faut maîtriser autant la création que la réalisation, car une étiquette avec une belle création qui est mal réalisée sur le mauvais support, elle perd tout son impact. Donc en fait, moi je dirais, pour conclure, pardon, j'ai un truc qui... Si l'étiquette est pensée dans les moindres détails et qu'elle raconte l'histoire de la marque et surtout du produit avec une réalisation fidèle à la création, on est certain de toucher le consommateur. On va créer de la proximité grâce à une identité qui va provoquer son imaginaire. On va les faire adhérer à la philosophie de la marque en rendant les produits attachants. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Sophie. N'hésitez pas à lui poser des questions. Vous avez déjà posé des questions à Alexandra. À vous au clavier pour les questions pour Sophie. Sans plus attendre, j'accueille Alain Ficlin. Bonjour. Vous êtes venu nous parler de l'étiquette dans le cadre de la distribution du commerce digital. C'est bien ça? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Marion de me passer la main. Je suis Alain, je travaille avec Dragon Rouge et je m'occupe du marketing à Paris. Dragon Rouge est une agence de création et nous intervenons dans tous les domaines finalement de la création, principalement pour les marques, et cette création va être appliquée à 360 degrés, ça va aller de l'architecture au packaging. Et aujourd'hui, en particulier, on a prévu de se parler d'étiquettes en lien avec le commerce digital. Les étiquettes, la matière première, c'est Avery Dennison, et tout ce qu'on va pouvoir imprimer dessus, comme le disait Sophie, ça peut être Dragon.
Le design et le digital sont deux leviers de durabilité. Et donc, en particulier, le design, quand on parle de branding design, repose sur un langage des signes et des images qui vont s'imprimer dans l'esprit des gens parce qu'il interagit avec eux. Et pour durer, les marques aujourd'hui disposent du digital pour peu qu'on sache bien le maîtriser, qu'on l'intègre intelligemment dans un écosystème de communication complet. Le digital, c'est un précieux vecteur de communication avec les gens parce qu'il est instantané, parce qu'il est populaire, parce qu'il est moderne et pratique. Donc, on peut créer du contenu et toucher de nouvelles communautés. Et simplement, à la différence du print, où finalement le consommateur voit une affiche qui est plutôt passif, le digital requiert une action physique qui est celle de cliquer. Et en cliquant, en faisant cette action, il va avoir une empreinte dans sa mémoire qui est plus forte. Concernant la vente en ligne, elle fait partie de l'écosystème d'une marque, d'une maison. Elle représente une vraie jambe qui s'additionne ou se substitue au circuit de vente traditionnel. Et comme pour les autres circuits, cette vente en ligne, elle va obéir à des règles. Et en particulier, je faisais un lien avec le print. En vente en ligne, on est finalement confronté, vous avez l'exemple de Perrier, à une affiche, un post Instagram et un point de vente de manière simultanée. Et c'est pour ça qu'il est vachement important d'être cohérent en matière de discours. La vente en ligne, c'est l'opportunité de toucher une clientèle souvent plus jeune, mais en réalité, elle touche tout le monde parce que tout le monde cherche à décomplexifier son quotidien au travers d'un accès rapide à l'information qui nous intéresse. On souhaite se documenter sur la qualité. On a besoin de ces notes de dégustation, des qualités organoleptiques, des distinctions obtenues de l'association entre la nourriture et le vin, par exemple, des conseils par rapport à ça. On a besoin aussi de comparer les prix entre différents réseaux en temps réel et surtout, la vente en ligne permet d'être livré à domicile. Alors, en termes de grandes règles, cette vente en ligne, elle est facilement internationale et les visuels sur un écran, même comme vous le voyez aujourd'hui, ces visuels sont à taille réduite. Et du coup, en design, la tendance est à la simplification. Quand je dis simplification, c'est vraiment la mise en avant de ce qui est unique en vous, le point de différence qui vous rend unique. Quand on parle de simplification, il y a quelques exemples devant vous. On pense au logotype Yves Saint Laurent qui est passé à quelque chose de beaucoup plus sobre et plus puissant pour être visible sur Instagram, qui s'appelle Saint Laurent maintenant. J'ai l'exemple de Starbucks qui a simplifié son identité pour devenir cette mermaid en gros et en vert. Il y a également l'exemple de Nespresso qui se simplifie avec juste cette icône du N qui, là aussi, est plus facile pour communiquer, pour être vu en digital. Alors, quelques règles pour montrer vos étiquettes, vos produits sur Internet. Finalement, elles suivent la même règle. À l'exemple de Ricard, où finalement le message est à la simplification. Donc, vous avez Ricard, apéritif anisé, 45 degrés, pastis de Marseille, France. Et du coup, tout est très clair et très simple et facile à comprendre. Donc, l'enseignement, finalement, est de valoriser vos codes et vos signes propriétaires, mais évidemment, sans perdre la richesse et la subtilité. Parce que après avoir commandé sur Internet, vous allez recevoir ce produit à la maison. Et donc, le contact physique a lieu lorsqu'il est livré à sa porte. Et du coup, il faut absolument cet effet waouh à réception et à la dégustation, où il y a un vrai enjeu sur la qualité de la livraison, l'enjeu du dernier kilomètre. Quand on reçoit le vin, il y a le suremballage, l'ouverture de celui-ci, puis finalement la bouteille, son habillage, la qualité du papier de l'étiquette, l'ennoblissement de celle-ci pour magnifier le vin qui est dedans, et finalement les coordonnées, les avis pour fidéliser. Donc, en conclusion,
Et très rapidement, au-delà de la vente en ligne, c'est vraiment le design de tout l'écosystème qui doit être cohérent. Et au centre de cet écosystème se retrouve l'étiquette, le packaging, car c'est elle qui va signer votre vin. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'y apporter tout le soin et l'attention qu'elle mérite. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alain. Je vous invite à lui poser des questions à son tour. Et nous allons accueillir notre quatrième intervenant, Gabrielle Lépousé. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est à vous que revient la tâche de nous expliquer le pourquoi du comment, si j'ose dire, de la perception visuelle d'une étiquette dans un linéaire au déclenchement d'une émotion, puis à celui du choix cartésien et enfin la prise en main de la bouteille pour la glisser dans notre cava. Comment notre cerveau traite-t-il toutes ces informations? Que se passe-t-il au niveau de l'influx nerveux, de la production d'hormones? Gabrielle, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Bonjour à tous, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre ça avec pas mal d'humilité. Et derrière cette question-là se cache en fait une grande question de comment on déguste le vin, de l'étiquette jusqu'au verre. Alors, on a parlé depuis tout à l'heure, on a parlé de communication digitale, on a parlé de communication environnementale. Moi, j'ai envie de se poser une autre question encore complémentaire, qui est celle de savoir est-ce que l'étiquette, elle peut nous parler aussi du goût du vin qu'on va déguster dans les minutes, les heures, les mois, les années peut-être plus tard. Et comment cette étiquette, on peut la construire pour qu'elle nous parle du goût du vin. Alors, parler du goût du vin, ça veut parler d'un objet, le vin, qui est un objet qui est très complexe dans sa composition et dans les messages qu'il va transmettre à notre cerveau, qui va intégrer tous ces messages-là. Et le vin est un des rares produits de notre consommation courante à être capable de parler à quasiment l'ensemble de nos sens à peu près au même moment. Il va parler à notre nez, il va parler à notre bouche, et dans notre bouche, il va parler non seulement à nos sens gustatifs, mais à nos sens tactiles aussi. Et puis, il va parler à nos yeux par la couleur, par la présence de bulles, de limpidité, et puis surtout aussi par son étiquette. Et tout le packaging, il faut mettre tout le packaging dans ce cadre-là. Alors, pourquoi l'œil, dans cet équilibre sensoriel d'informations que le cerveau va utiliser, pourquoi l'œil est si important et pourquoi l'information visuelle est finalement relativement importante par rapport aux autres sens? On a depuis longtemps fait des observations que la couleur du vin, juste la couleur, peut influencer la manière dont je vais juger un vin. Des expériences très anciennes montrent que le simple ajout d'un colorant rouge, par exemple, à un vin blanc, va nous faire changer de manière abrupte le choix des descripteurs qu'on va utiliser pour décrire ce vin. Alors, comment on explique ça et comment on explique aussi finalement l'impact de l'information visuelle? Tout d'abord parce que souvent, on regarde le vin, on regarde la bouteille avant de la déguster. Et donc, les informations visuelles arrivent en premier dans notre cerveau. C'est ces premières informations-là qui vont imprégner notre cerveau bien avant les informations gustatives, tactiles et aromatiques. Et donc, la vue a un champ complètement ouvert pour imprégner notre cerveau et conditionner, préparer notre cerveau à anticiper, à essayer de prédire ce qui se passe. Et ce travail de prédiction se fait d'autant mieux que l'information visuelle, de la couleur, de l'étiquette, du packaging, est une information qui est extrêmement pertinente pour notre cerveau. C'est une information que le cerveau utilise beaucoup au quotidien dans notre espèce humaine pour se guider, pour prendre des décisions. Et quand l'information visuelle vient carrément en opposition avec une information olfactive, c'est le cas par exemple quand on s'amuse à colorer un vin blanc en vin rouge par exemple, le cerveau préfère se baser sur l'information visuelle plutôt que l'information olfactive. Donc l'information visuelle est capitale. On le voit bien aussi quand on se plonge dans notre cerveau. Si on plonge dans notre cerveau, en particulier dans la surface du cerveau qui s'appelle le cortex, on voit qu'on a à peu près 15 à 16% de la surface de notre cortex qui est dédiée au traitement de l'information visuelle, quand seulement 1 à 2% de notre cerveau est dédié au traitement de l'information olfactive et gustative. Donc vous voyez, on est vraiment un animal très visuel, et donc c'est pour ça que la vue est si importante. La vue importante, elle transmet des messages du vin, mais elle transmet aussi quelque chose que vous avez dit, Marion, au début, très important, c'est elle transmet un message de désir, un message d'anticipation de ce qui va arriver. Qu'est-ce que c'est le désir? Qu'est-ce que c'est cette notion de désir quand on regarde une étiquette? Elle naît en fait de la rencontre du vin et du dégustateur. Et lorsque vous avez goûté un vin,
vous allez avoir du plaisir à goûter ce vin, vous allez peut-être même finir cette bouteille-là. Et du coup, vous allez commencer à associer ce plaisir que vous avez eu à la dégustation avec l'étiquette qui vous a permis de verser ce vin. Donc l'étiquette et le vin, vous allez les assembler ensemble, vous allez les mémoriser les uns ensemble. Ce qui fait qu'à force de ce travail de mémorisation et d'empreinte dans votre mémoire, petit à petit, il va se passer quelque chose d'intéressant dans votre cerveau, là où le cerveau libérait de la dopamine, cette hormone qu'on a longtemps appelée comme l'hormone du plaisir. Effectivement, elle augmente dans notre cerveau quand on a du plaisir. Mais petit à petit, grâce à ce travail de mémoire, on va voir que cette dopamine est libérée plus tôt quand vous allez carrément voir l'étiquette plutôt que quand vous allez avoir le plaisir réel. En gros, ce qui se passe, c'est que notre cerveau se transforme dans une machine qui va prédire le plaisir à venir. Et c'est ça le désir. Le désir, c'est le plaisir qui va arriver ensuite. Et donc, vous avez dans votre cerveau, à un moment donné, grâce à ce travail de mémoire, plus de dopamine qui est libérée en regardant l'étiquette et le packaging qui est associé au plaisir que pour le plaisir réel. Alors, ce travail-là de l'étiquette, vous voyez qu'il nourrit finalement notre plaisir à venir. Et ce plaisir peut être parfois gâché notamment quand on va voir une étiquette, par exemple, qui signale ou qui prédit un message particulier du vin, qui nous signale un plaisir particulier. Et si ce plaisir venait à ne pas être là, justement, si on sent que la réalité ne correspond pas à ma prédiction du plaisir, ben, qu'est-ce qui se passe? Dans notre cerveau, il y a l'inverse d'une libération de dopamine, c'est carrément une chute de la production de dopamine qui va influencer énormément le fonctionnement de notre cerveau, qui va nous forcer aussi à rebattre les cartes et à dire finalement cette étiquette qui était une promesse du plaisir, c'est une promesse d'une tromperie, d'une duperie, et donc je vais tout faire pour éviter cette étiquette-là. Et là, on touche du doigt quelque chose qu'Alain a souligné à plusieurs reprises, c'est la notion de cohérence. Il faut que l'étiquette soit la promesse de quelque chose qui existe vraiment dans la bouteille et que la cohérence se fasse entre le plaisir que j'ai imaginé et le plaisir que je vais recevoir. Donc, vous voyez, c'est important de voir que l'étiquette est finalement quasiment presque un moteur encore plus fort de la prédiction et du plaisir à venir que le vin lui-même. Alors, tout ça nous parle de l'étiquette, du packaging. L'étiquette, elle parle de beaucoup de messages. Elle peut parler en particulier de la qualité du vin. Et on sait que tous les messages de qualité sont extrêmement importants dans la dégustation. Voilà par exemple le résultat d'une expérience qui a été publiée par une équipe de Californie en 2008. L'expérience était assez simple. On fait déguster des vins à l'aveugle à plusieurs personnes. Et la seule information que ces personnes-là ont à la dégustation, c'est le prix du vin. Et les chercheurs se sont amusés à mettre plusieurs fois le même vin dans cette séquence de vin à l'aveugle, mais à des prix différents. Et regardez ce qui se passe ici, on a les résultats ici. Voilà deux vins complètement identiques qui ont été placés à différents moments de la dégustation. Le vin, quand il est présenté à $5, on voit qu'il a un niveau d'appréciation qui est autour de 2,5. Et ce même vin présenté cette fois-ci à $45, le goût n'a pas changé, mais le plaisir ressenti et le niveau d'appréciation a augmenté. Même chose ici, encore une autre bouteille qu'on a présentée à 10 ou à 90, et on voit que le niveau d'appréciation augmente en fonction du prix. Ça vous montre un point important, c'est que toutes les signatures de qualité que vous pouvez imprimer sur une étiquette ou imprimer dans le message du packaging va forcément modifier et amorcer votre cerveau dans un contexte déjà de plaisir et de prédiction du plaisir. Et là encore, on voit que l'étiquette, c'est pas juste un message purement esthétique, c'est vraiment un message qui va modifier l'acte de plaisir que je vais ressentir et l'acte d'achat que je vais renouveler. Alors, on a parlé de plaisir, on a parlé de désir, de signature de qualité. Dans ces actes d'achat, parfois, on a beaucoup de réactions qui sont innées, qui sont automatiques. La décision d'achat se fait assez rapidement. On n'a pas rationnellement une analyse de l'étiquette, on ne va pas mesurer si l'angle entre les caractères et la forme sont de telle ou telle mesure. Non, l'attitude qu'on a en acte d'achat, en consommation, en grande surface en particulier, c'est un acte qui est très inné. Qu'est-ce que j'entends par inné? Pour moi, l'inné, c'est exactement ce qui se passe devant vous, devant ces images d'enfants à qui on a fait déguster des petites boissons sucrées, acides, amères ou sucrées. Ces enfants-là qui n'ont jamais consommer ces boissons-là, vous voyez que même s'ils n'ont pas discuté ensemble, ils ont tous une mimique très stéréotypée qui signale un réflexe orofacial. Vous voyez que tous les enfants qui ont bu une solution sucrée ont un réflexe de sourire, un peu de plaisir, on voit. Tous les enfants qui ont bu une solution amère ont plutôt une mimique très typique où on ouvre la bouche et on tire la langue de rejet. Et puis, on a aussi face à l'acide une réaction très typique où on va
serrer les dents, on va serrer ses gencives, on va plisser les yeux. Tout ça, si vous essayez de faire cette mimique, si vous essayez de reproduire la mimique de l'enfant tout en haut qui mime l'acide, il va se passer quelque chose dans votre bouche, vous allez commencer à saliver. En fait, c'est un réflexe qui permet de stimuler la salivation en bouche et donc de contrer finalement l'acidité qui arrive en bouche. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Vous allez me dire, on est vraiment loin de l'étiquette. Mais en fait, tout ça pour vous dire que dans un processus de décision, il y a beaucoup de processus qui sont innés et qui peuvent utiliser des phénomènes inconscients qui touchent de près ou de loin à certains réflexes de décision face à un objet visuel. Et là où je veux en venir, c'est que cette décision innée, ce qui est intéressant de cette décision innée, c'est qu'elle est souvent assez universelle. Quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, on a des réactions qui sont systématiques. Et ça, c'est d'autant plus intéressant pour quelqu'un qui veut vendre son vin à l'étranger, qui veut s'assurer que le message que je transmets à ma culture française, est-ce qu'elle va aussi être pertinente pour la culture canadienne, japonaise, australienne ou africaine? Est-ce que l'ensemble de ces pays que j'essaye dans lesquels j'essaie d'imposer mes boissons vont réussir à comprendre le même message que moi, j'ai compris face à ma bouteille? Pour ça, peut-être il faut justement actionner des leviers universels, innés. Et ces leviers-là, on peut les retrouver aussi au niveau de l'étiquette grâce à un phénomène qui a été mis en évidence il y a bien longtemps, ce sont l'existence de correspondances entre nos sens. Ce qu'on appelle parfois sous un autre nom la forme de synesthésie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il y a des réflexes innés dans notre cerveau, qui sont imprimés dans notre cerveau, qui fait que une forme, un son, un mot peut évoquer dans notre tête une saveur, une couleur ou peut-être même un goût. Et ces connaissances-là, on commence à mieux les comprendre, et c'est grâce à certains travaux de psychologues et de linguistes. Et ce travail-là, on va essayer de le faire ensemble pour essayer de vous montrer un petit peu comment un message assez simple, même si on ne réfléchit pas dessus, on va avoir une réponse quasiment assez universelle et consensuelle face à cette réponse-là. Donc l'exemple que je vais vous donner, vous voyez ces deux formes qui viennent d'apparaître sur votre écran. Je vais vous poser une question simple. À chacun de ces deux descripteurs, je vais vous demander d'associer une forme à un descripteur et l'autre forme à un autre descripteur. Et la première question que je vais vous poser vient d'apparaître sur votre écran. On va faire un petit sondage ensemble. Pour vous, ces deux formes-là, il y a une forme qui est plutôt minérale et une forme qui est plutôt organique. Pour vous, la forme minérale, elle est plutôt à gauche ou plutôt à droite? La forme organique, elle est plutôt à gauche ou plutôt à droite? On va essayer de répondre à cette question-là. Derrière cette question-là se cache un mot classique, le mot minéral, qui est extrêmement utilisé aujourd'hui dans le monde du vin, qu'on utilise beaucoup en commentaire de dégustation. C'est un mot qui a l'air d'être assez simple, consensuel, qui parle à beaucoup de gens. Est-ce que ce mot-là, vous vous rapprocheriez plutôt de la forme de gauche ou plutôt de la forme de droite? Alors, le sondage va sortir. Là, on voit qu'à 94%, pardon, vous avez choisi de parler de la forme minérale plutôt à gauche et organique à droite. Alors, c'est exactement ce qu'on voit à plusieurs échelles, dans plusieurs pays. Moi, j'ai fait le test dans plusieurs pays en Asie et aux États-Unis, et on voit qu'à 95% de chance, la forme de gauche est plutôt minérale, la forme de droite est plutôt organique. Très consensuel, ça. 95% de gens qui votent la même chose, alors qu'on ne s'est pas parlé avant, ça veut dire qu'il y a un message qui se cache. Allons un peu plus loin. On va se challenger encore plus. Imagine que ces deux formes sont deux petits personnages et qu'il y a un personnage qui s'appelle Kiki et il y a un personnage qui s'appelle Booba. Quelle forme s'appelle Kiki et quelle forme s'appelle Booba selon vous? Même chose, on lance le sondage. Alors vous allez me dire que cette question n'a absolument rien à voir avec notre débat d'aujourd'hui. C'est une question qui a été posée il y a 30 ans par des linguistes qui essaient de savoir s'il y a des correspondances entre des mots et des formes. Et derrière ça, des correspondances peut-être entre des mots et des caractères, par exemple, qui sont utilisés quand on a commencé à inventer l'écriture. Alors pour vous, quelle forme s'appelle Kiki et quelle forme s'appelle Booba? Est-ce que c'est la forme de gauche ou c'est la forme de droite? On lance le sondage. Alors là, on voit que 82% des gens pensent Kiki à gauche et Booba à droite. C'est à peu près exactement ce qu'on trouve quand on fait ce sondage-là dans plusieurs cultures. Alors, ces sondages ont été faits au Japon, en Océanie. On a même fait ces sondages en Namibie. On a même fait ces sondages dans des populations qui vivent dans les forêts, donc n'ont jamais connu de concepts qui ne savent potentiellement pas écrire. Et on voit qu'on a des associations innées entre une forme et un son. Alors, quand les chercheurs ont vu ça et qu'on a commencé à comprendre ce lien-là, on est allé se poser la question de
de savoir si ces formes-là peuvent aussi évoquer peut-être des saveurs, des goûts du vin. Et là où la recherche a montré des observations assez intéressantes, c'est que si je vous fais goûter par exemple une solution acide et une solution, ben, à votre avis, la solution acide serait plutôt pour la forme de gauche ou plutôt la forme de droite? Ben, il s'avère que c'est plutôt la forme de gauche qui est associée à la saveur acide et la forme de droite qui est plutôt associée à la forme sucrée. Même chose pour l'effervescence. Une boisson effervescente est plutôt associée à la forme de gauche. Une boisson plate, tranquille, va plutôt être associée à la forme de droite. Et puis, on peut même faire ça avec des odeurs. On prend une vingtaine d'odeurs et on regarde pour chaque odeur si cette odeur est plutôt associée à la forme de gauche, forme de droite. On voit que les odeurs qui sortent le mieux pour la forme de gauche, c'est plutôt les odeurs de citron, de poivre, alors que pour la forme de droite, c'est plutôt des arômes de vanille, de framboise et de fraises. Et donc ça, c'est assez stupéfiant de voir que pourtant vous n'avez jamais posé et réfléchi à ces questions-là, et pourtant de manière assez consensuelle, vous avez choisi des termes avec des formes. Alors comment on répond à l'origine de ce mécanisme-là? Ben, on retombe sur un petit peu nos petits-enfants, parce qu'ici, vous touchez du doigt des caractères innés de correspondance entre des sens et des formes, des mots, par exemple. Et en fait, comment on explique ça? Comment on explique que Booba est plus associé à sa forme de gauche et Kiki plus à la forme de droite, par exemple, ce qui paraît complètement artificiel? Ben, il faut se replonger justement dans ces réflexes innés. Si vous voyez le petit enfant qui est à gauche, là, qui fait cette mimique de l'acide, si vous essayez de le faire, d'essayer de mimer cette grimace en serrant les dents, en serrant les lèvres, en serrant les yeux, si vous faites cette grimace, essayez de dire Booba. Vous allez voir que c'est impossible. Et en fait, le réflexe de l'acide conditionne, prédispose notre manière de prononcer et donc fait des correspondances entre des mots et des saveurs. Alors, ici, j'ai réussi à délimiter deux codes qui évoquent deux dimensions différentes du vin. On peut avoir des vins qui sont plus justement minérales, basés sur une tension, une vivacité, et d'autres vins qui sont plus axés sur la rondeur et la gourmandise, par exemple. Ben, sachez que ces codes-là, c'est typiquement des codes qui sont utilisés par le marketing pour transmettre justement un message de la boisson. On va essayer de deviner une boisson ensemble. Je vais essayer de vous faire deviner le packaging d'une boisson très connue dans la grande distribution. Imaginez un packaging qui utilise des codes couleurs plutôt rouges, qui évoquent justement ces fruits rouges dont on a parlé un peu avant. Pensez à un packaging qui utilise des formes plutôt arrondies et souples, un petit peu comme la forme que j'ai vue en haut, et qui utilise plutôt des sons avec O et A. Si je vous ai dit tout ça, vous avez peut-être déjà pensé dans votre tête à cette forme-là. Cette forme-là, effectivement, Coca-Cola coche toutes les bonnes cases pour évoquer dans votre esprit l'image du sucré et finalement l'image du plaisir. Et la même compagnie va utiliser parfois des codes qui sont complètement différents. Regardez le packaging de Sprite où on va utiliser un message avec des formes anguleuses, des codes couleurs plutôt sur le jaune et sur le vert, qui évoquent plutôt la fraîcheur, la vivacité, l'acidité. Et puis un son, le son de la marque, c'est Sprite. On sent que c'est plus rugueux, c'est plus tendu, c'est plus anguleux. On voit que le mot lui-même peut déjà évoquer ou faire évoquer dans notre esprit le message du vin. Donc ces codes-là, ils sont vraiment à votre disposition. Il faut les prendre en main pour essayer de parler du vin à des populations qui n'ont pas forcément les mêmes références culturelles que vous. Choisir de parler de son vin pour sa dimension d'acidité et de vivacité, bah, peut-être chercher des codes couleurs et des codes de forme et des codes de son pour appeler sa cuvée qui vont utiliser les codes de gauche, alors que les codes de droite seraient plutôt, si on reste en cohérence avec le vin, plutôt pour des vins qui sont sur la rondeur, la gourmandise et l'aspect de la douceur et du plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serais ravi de répondre à vos questions et de participer à ce débat global avec Alain, avec Sophie et avec tout le monde. Merci beaucoup. Ah, dernière question. Oui, j'ai oublié encore une slide, et c'est la plus importante, j'ai envie de dire. Je vous montre la démarche d'un domaine qui fait ce travail-là chez lui, le domaine Marcel Dice en Alsace. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris des étiquettes, il les a conçues en fonction du vin, et comment il teste le pouvoir de son étiquette? C'est qu'il fait une dégustation à l'aveugle, et il vérifie que le vin est bien en correspondance avec l'étiquette. Je fais goûter 3 vins à l'aveugle dans 3 verres noirs, et je regarde si le vin que je goûte, j'arrive à identifier son identité à partir de l'étiquette que je vous présente. C'est une manière vraiment de tester le pouvoir de son étiquette et de tester le pouvoir de l'étiquette, de parler du goût du vin. Et je pense que tout le monde devrait, à un moment ou à un autre, vérifier si son étiquette parle finalement de l'objet final que je vais déguster. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Gabriel. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Françoise Gubler nous le dit en direct. Alors, donc, Alexandra, si vous voulez bien me rejoindre. Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ah, voilà. Donc voilà, c'est une question qui porte sur les étiquettes qui portent des galbes. Est-ce que ça correspond à une démarche éco-conçue? Si le galbe répond à une démarche éco-conçue, alors, on s'est vraiment posé la question pour le galbe, est-ce que c'était nécessaire de l'ajouter ou pas? Je vous avoue qu'on a eu un peu peur parce que du coup, on a lancé 2 produits, un IGP Méditerranée et un code de Provence Bio. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse décote de prix entre l'IGP Méditerranée et le code de Provence Bio où on atteint des tarifs en prix public plus autour de 7-8 euros. Quand on sait que la majorité des rosés sont vendus plutôt autour de 5 euros, voilà, on savait que le produit serait un petit peu plus difficile à implanter. Donc voilà, donc déjà on s'était dit on met pas de dorure, on met pas de vernis, on met rien pour sublimer l'étiquette. Donc je me suis dit au moins le galbe, ça pourra venir soutenir l'ensemble, sachant que le galbe, bon, c'est un outil qu'on fabrique et qu'on peut utiliser ensuite un certain nombre de fois. Ça n'entraîne aucun déchet supplémentaire ni rien. Voilà, maintenant si c'était à refaire, je pense qu'on ne mettrait même pas de autant l'utiliser quoi l'outil. Mais bon, maintenant qu'il existe. Excusez-moi, j'ai un petit souci de connexion. Voilà, je suis de nouveau parmi vous. Pas de souci. Il y avait une autre question qui concernait en fait la réaction des consommateurs à une étiquette éco-conçue. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement un argument dans l'acte d'achat? Je pense que ça constitue un argument, alors pas pour tous les consommateurs, parce que évidemment tout le monde n'est pas sensible et n'a pas mené forcément la même réflexion autour de ça. Par contre, bon, aujourd'hui on a un recul seulement que de 3-4 mois, donc c'est vraiment pas suffisant pour pouvoir tirer des conclusions à date. Mais nous, en tout cas, en B2B entre guillemets, en vente directe à des professionnels, c'était un argument vraiment de choix pour nous sélectionner un produit plus qu'un autre. Parce que eux, ça fait partie d'unités de besoin qu'ils peuvent avoir. Après, le consommateur final, j'espère qu'il comprend bien la démarche. On a essayé de l'expliquer au maximum sur l'étiquette, sur la capsule, etc. On a entre autres l'agence Pagode Design qui nous a aidé à vraiment bien cerner comment le consommateur pourrait voir cela. Et voilà, et je suis sûre que ça contribue à son acte d'achat, même si c'est pas le premier argument. Le premier argument, ça reste évidemment le prix, l'appellation, etc., ce qu'il attend du produit. Et si en plus il est éco-conçu, je me dis que ça fait un plus. Une dernière question, c'était autour du coût. Est-ce que vous pouvez évaluer un peu le surcoût d'une démarche d'étiquette éco-conçue? Oui, le surcoût, bon, il existe parce que la certification FSC, donc nous, pour pouvoir l'utiliser en tant qu'entreprise et communiquer dessus, donc on est obligé de payer une licence de communication. Donc cette licence, le prix varie en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Mais ensuite, l'ensemble de nos fournisseurs payent aussi voilà, ce certificat pour être sûr de la provenance de leur matière première. Donc ça génère un surcoût. Globalement, sur l'ensemble du packaging, on est sur un surcoût de 15 à 20% supérieur à un packaging classique. Le gros surcoût venant surtout les étiquettes, il y a un surcoût. Mais même après, globalement, tout est impacté, sauf la bouteille en verre, comme elle est allégée et qu'en général, le prix des bouteilles est souvent conditionné à leur poids et donc à la quantité de verre, on s'y retrouve un peu au niveau du prix de la bouteille.
Merci, Alexandra. Une question pour Sophie Schott. Une question d'un designer qui paraît un peu perdu, qui a besoin de conseils. Il nous explique donc que dans ses commandes, on lui demande de faire une étiquette moderne ou traditionnelle, jolie, et qui ne coûte pas cher. Et finalement, il dit comment m'y retrouver, parce que oui, effectivement, j'ai plein d'idées, mais dans la réalité, j'ai du mal à répondre. Alors, comment on se différencie quand on a des commandes qui sont finalement assez fréquentes dans le vignoble, de tradition, de modernité, mais un peu chartée. Voilà. Quels sont vos conseils? Ben, en fait, c'est un peu des cas sur mesure, des cas, je dirais, par histoire de marque. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté tradition-modernité, mais qui justement peut être apporté autant sur par exemple, un papier très brut traditionnel qui vient être contrecarré par une typo extrêmement moderne. Donc là, le côté tradition et modernité, il peut être mis. Après, sur la question, oui, je crois que c'est un peu toujours le même discours. C'est dans le fait où on doit travailler des choses à des coûts les plus, enfin, les plus petits, quoi. Donc, en fait, je dirais que c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une grande culture des papiers, des techniques d'impression, parce que il faut toujours rebondir sur des choses qui coûtent trop cher et avoir une réponse aussi qualitative à quelque chose qui est moins onéreux, quoi. En fait. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à toute la question, mais parce que c'est assez complexe en fait. Mais voilà. Oui, je pense qu'on peut y passer des heures et c'est certainement Ouais, au c'est cas ça. par cas qu'on Ouais. trouve des réponses. Peut-être que la personne pourra se rapprocher de vous et en discuter après le webinaire. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Pas de souci. C'est gentil, merci. Il y a une remarque suite à l'intervention d'Alain. C'est un monsieur qui dit que voilà, l'étiquette doit s'adapter quand on est dans une perspective d'export, notamment à la réglementation, mais aussi au code culturel de chaque pays. Et finalement, dans le e-commerce, les frontières s'ouvrent plus ou moins, puisqu'on a toujours des formalités douanières à passer. Mais finalement, l'étiquette, elle, présentée sur un site français, sera pas forcément l'étiquette qui fait mouche à l'autre bout de la planète. Est-ce que vous avez des pistes pour répondre à cette contradiction? C'est un vrai enjeu au niveau de la création de cette étiquette. Mais je pense qu'on peut arriver aujourd'hui à synthétiser les codes, les signes en partant sur ce qui vous représente au plus profond de vous-même, c'est-à-dire votre distinctivité. Et si cette distinctivité, finalement, on arrive à la communiquer de manière universelle, et je pense que c'est tout le travail qui doit être fait vous-même avec votre agence, et nous sommes également prêts à vous aider à résoudre cette problématique. Oui, ce côté universel, finalement, ça fait écho à ce que nous expliquait tout à l'heure Gabriel. Est-ce qu'effectivement, vous, dans votre travail, vous avez pu identifier des formes qui parlent à toutes les cultures? Oui, et d'ailleurs, on y arrive à partir du moment où on n'essaye pas de singer quelqu'un d'autre, on n'essaye pas d'imiter quelqu'un d'autre. Il faut vraiment partir de ses valeurs à soi, des codes et des signes qui nous sont propres. Et cela, on arrive à les transmettre de manière universelle, j'en suis persuadée. Gabriel, peut-être vous voulez compléter ces propos? Ouais, pour aller dans le sens d'Alain, si le message était la contrainte d'être universel, c'est d'avoir le même message pour tout le monde. Or, justement, on veut aussi s'individualiser et personnaliser notre bouteille. Donc, il y a deux forces qui s'opposent là. Je veux parler au plus grand nombre. Donc, le message doit être consensuel et général. Et en même temps, je dois
garder ma personnalité, mon individualité. Donc, c'est une ligne de crête dans laquelle il ne faut pas être tout seul pour répondre à cette question. Il faut s'appuyer peut-être sur des agences, il faut s'appuyer sur d'autres personnes, son expérience, pour réussir à trouver un équilibre entre ces deux forces qui sont deux forces ambivalentes. Mais le deuil à éviter est d'être universel dans l'absolu. Et comme vous le dites, Gabriel, le but, c'est vraiment toujours de partir de soi pour ensuite communiquer sa distinctivité au monde. C'est quand même ça l'enjeu. Et la distinctivité en tant que personnalité et la distinctivité de son produit. Ok. Sophie, peut-être un petit mot sur cette question de différenciation et d'universalité du message? Votre micro n'est pas allumé. Ah, alors Sophie, c'est le petit icône micro. C'est bon, voilà, oui, c'est bon. C'est bon. Moi, je disais que en fait, nous, on travaille pour aussi des marchés étrangers et parfois on nous demande d'avoir deux versions, une version spéciale pour la version étrangère parce que par exemple, tout ce qui est marché chinois, ils aiment beaucoup, voilà, leur à chaud, le côté très français. Donc, on a une façon de les travailler qui sont pas toujours les mêmes entre, voilà, le côté français et le côté, voilà, étranger, quoi. Je sais qu'on développe des gammes un peu spécifiques, quoi. Je pense que ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien parce que les termes même qu'on utilise pour décrire le vin, par exemple, dans une contre-étiquette, on néglige souvent cette contre-étiquette, mais le marché chinois, par exemple, ils sont très attentifs à ça. Mais si j'utilise des mots qui sont trop proches de la culture française, qui n'évoquent rien dans l'esprit d'un consommateur chinois, j'ai raté mon travail. Donc, il faut clairement personnaliser ça, en plus en fonction du marché que je cherche à atteindre. À mon avis, c'est une Ouais, exactement. Ouais. On parle de ce qui est fixe et de ce qui est flex. Donc, il y a des parties qui vont être communes à toutes les zones du monde, qui sont votre distinctivité. Puis ensuite, il y a des parties qui vont varier et qui vont s'adapter à la culture locale. Comme Sophie a bien expliqué par rapport aux dorures chinoises, par exemple. Ouais. Bien, merci à tous. Le temps de nous séparer est arrivé. Je tiens à vous remercier tous les quatre pour vos interventions passionnantes et à vous tous, chers auditeurs, pour vos questions. Je laisse à Monica le mot de la fin. Oui, bonjour, bonjour. J'espère vraiment que vous avez trouvé passionnant chaque intervenant et tout le savoir-faire qu'ils ont partagé. On peut conclure, c'est-à-dire, normalement, quand on est en présentiel, on fait tous ensemble les conclusions, mais j'ai envie de dire qu'effectivement, cette petite portion de matière, si bien pour pouvoir réussir et développer mieux les ventes, il faut voir les contextes holistiques de tous les packaging, l'étiquette, toujours. C'est cette petite portion de matière, que ça peut être 10 cm par 10, 5 par 8, de diverses formes. Elle va entamer déjà une conversation avec chacun de nous, de moi, chacun, parce que nous sommes tous consommateurs. Donc, au moment qu'on va faire le choix du vin, c'est cette petite portion de matière qui va entamer une conversation en silence et que, en prenant compte toutes les recommandations et les observations de chacun de nos intervenantes, depuis le choix de la matière, la richesse de la matière, on mesure que la matière est plus riche en texture, il va interpeller le visuel, on va passer à l'acte de toucher et du moment quand on va passer à ce moment-là, il va s'entamer une relation beaucoup plus intime, un lien entre les producteurs souvent et les consommateurs, mais que, comme c'était évoqué et bien expliqué aussi par Gabriel, la promesse qui était dite à travers le packaging holistiquement et à travers l'étiquette, elle doit être tenue.
Si nous n'avons pas abouti à la promesse, donc malheureusement, le vin, il ne sera pas acheté de nouveau une fois. Bon, c'est un sujet très passionnant. Et donc, je m'excuse parce que j'ai oublié de mettre les coordonnées dans les slides de Sophie Schott de Global Design ainsi que d'Alain Chiclin pour Dragon Rouge. Je vais rajouter les coordonnées et puis on organisera une Hybrid Denison pour vous faire parvenir les présentations aussi. Un grand merci pour Vitisphère, toute l'équipe. Un grand merci surtout pour chacun de vous. Un grand merci pour Alexandra, Sophie, Alain et Gabriel. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.